Dans l'actualité de ce mercredi 11 septembre, le Conseil des ministres a tenu ce matin au palais présidentiel. Dans la ligne de mire, la reprise du financement des partis politiques à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Le projet de loi a été adopté au cours du Conseil. En marge de leur troisième Assemblée générale ordinaire, des membres de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont été reçus par le président Alassane Ouattara. La rencontre des médiateurs s'est ouverte ici hier dans la capitale économique ivoirienne. Et puis Washington repousse la perspective de frappe en Syrie. À l'issue de 48 heures d'intenses activités diplomatiques qui a éloigné la perspective de frappe sur le pays, Barack Obama a jugé encourageante la proposition russe. Néanmoins, Paris et Washington maintiennent la menace. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Il y a eu conseil des ministres ce matin au palais présidentiel. Dans la ligne de mire, la reprise du financement des partis politiques à hauteur de près de 2 milliards de francs CFA. Le projet de loi qui détermine les modalités de financement de ces organisations politiques a été adopté au cours du conseil. Jérôme Kofi Abola. Décision importante, celle relative au financement des partis politiques, décision prise au cours d'une rencontre capitale, en l'occurrence le Conseil des ministres de ce mercredi 11 septembre 2013, qui, comme à l'accoutumée, a réuni les membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara. Pour le gouvernement, financer les partis politiques, c'est leur permettre de mieux s'organiser. Le projet de loi ainsi adopté détermine les modalités de financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc d'octroyer aux partis politiques 1/1000 des recettes fiscales, qui est donc d'un montant d'environ 2 milliards. Évidemment, ce montant permettra effectivement aux partis politiques d'assurer effectivement la vie de leur parti. Aussi, dans le souci d'apaisement et de réconciliation, le gouvernement, au cours de ce Conseil des ministres, a-t-il réaffirmé sa volonté de poursuivre le dialogue avec l'opposition. Des discussions ont été intéressantes avec donc, les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue. Le Premier ministre ayant réaffirmé la volonté du gouvernement, de sorte que cela concourt à l'apaisement du climat sociopolitique, à une consolidation du processus de réconciliation nationale. Donc le gouvernement demeure dans la dynamique de la main tendue et donc l'a fait savoir à l'opposition. Par ailleurs, le Conseil a évoqué la candidature de la Côte d'Ivoire à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 ou 2021, cela non sans parler de l'organisation des Jeux de la francophonie prévus en 2017 en terre ivoirienne après les compétitions de 2013, en ce moment en cours à Nice, en France. Plus de 100 opérateurs économiques québécois sont en ce moment en Côte d'Ivoire pour se faire une idée des opportunités d'affaires qu'offre le pays. Ce mercredi, la délégation québécoise a été conviée à un forum économique organisé par le ministère de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé. Elle a ensuite eu une séance de travail avec le bureau de l'Assemblée nationale. Victorine Yaoyobwe. 3 secteurs d'activité intéressent les investisseurs québécois en Côte d'Ivoire. Les mines, la formation, les infrastructures et TIC. Secteurs dans lesquels le Québec a fait ses preuves, selon le ministre québécois du Commerce extérieur. Nous faisons une importante assistance pour la professionnalisation des cadres ou les logiciels utilisés dans les gouvernements pour mieux organiser les recettes fiscales, l'administration publique. Donc, il y a une très grande diversité d'expertises qui répondent bien aux besoins qui ont été identifiés par le gouvernement ivoirien. De 7% en 2012, l'investissement de la Côte d'Ivoire devrait passer à 11% en 2014. Concrétiser donc cette opportunité d'investissement québécois permettra au gouvernement ivoirien de réaliser son objectif. En Côte d'Ivoire, vous savez que nous avons une capacité installée en matière énergétique de près de 1500 MW et nous envisageons d'accroître cette capacité pour justement servir notre demande nationale qui est en forte croissance, mais également aussi apporter un appui à nos pays, à nos frères des pays voisins. Donc le Québec peut nous apporter beaucoup dans ce domaine. Les deux parties ont présenté l'expertise du Québec en matière de formation comme une réelle alternative aux bourses d'études.
Après le forum économique, une partie de la délégation québécoise est allée rencontrer le bureau de l'Assemblée nationale. Elle a fait le point de la coopération entre les parlements ivoiriens et québécois. Les députés ivoiriens ont sollicité une aide plus accrue du Québec pour la modernisation de leur parlement. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est attendu fin septembre au Québec. Objectif, formaliser les projets et accords issus de cette mission économique québécoise en Côte d'Ivoire. Une délégation de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, ARCI, chez le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les responsables locaux et le chef de la sécurité nationale ont abordé les questions de développement des régions du pays. Francis Boifo. Le président de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, Jeannot Kouadio Aoussou, conduisait la délégation des présidents des conseils généraux qui a échangé avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Nous sommes ensemble pour bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle. Nous sommes ensemble avec le gouvernement pour traduire en actes concrets sur le terrain toutes les déclinaisons du programme gouvernemental afin de faire avancer la Côte d'Ivoire. La réconciliation et la cohésion sociale sont les priorités de l'Assemblée des régions. L'association regroupe les présidents des conseils généraux de Côte d'Ivoire. Elle estime que la paix précède le développement. La question du genre en Côte d'Ivoire est au centre d'un atelier qui a démarré ce matin à l'immeuble à Siam, dans le quartier des affaires Le Plateau. À terme, les participants devraient présenter un document objectif sur la situation de la disparité entre hommes et femmes. Des solutions doivent être également proposées. Selon une enquête menée sur le niveau de vie des ménages en 1998 et en 2002, 18,6% d'hommes et 30,9% de femmes exercent dans l'informel. Dans le secteur moderne privé, les femmes représentent 11,5% du nombre total des travailleurs contre 88,5% d'hommes selon la CEDEF en 2010. La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Et à l'Assemblée nationale, il y a seulement 25 femmes sur 250 députés. Autant de raisons sur la disparité entre hommes et femmes qui sous-tendent la tenue de cet atelier dont l'objectif est d'élaborer le profil genre Côte d'Ivoire. Un document précis et instructif de 20 pages sur la disparité entre hommes et femmes en Côte d'Ivoire et qui servira de boussole pour des prises de décision dans la résolution des questions du genre. Le projet est copiloté par 2 ministères. Il s'agit du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du ministère du Plan et du Développement à travers sa structure dénommée ONEP, Office national de la population. Pour la ministre Anne Ouloto, le projet d'élaboration du profil genre Côte d'Ivoire va dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a personnellement soutenu la nouvelle loi portant modification de la loi sur le mariage, qui établit désormais un meilleur équilibre des responsabilités entre les époux. La volonté du président de la République va plus loin et s'est récemment manifestée à l'occasion des dernières élections législatives à travers un soutien financier qu'il a accordé à toutes les femmes candidates sans distinction de l'appartenance politique. Le présent atelier sur la mission d'élaboration du profil genre Côte d'Ivoire enregistre la participation des représentants d'institutions nationales et internationales ainsi que celle des membres des sociétés civiles et durera 1 semaine. Il est financé par la BAD, la Banque africaine de développement. Elle sera certainement sans grande difficulté la rentrée scolaire pour les familles productrices de cacao dans le village d'Ano. C'est dans le département d'Agboville. Elles viennent de recevoir des allocations pour scolariser leurs enfants. Le donateur, le SIMPA, entendez Coopérative ivoirienne du négoce des producteurs agricoles de l'Agnébi, qui a reçu donc cet appui de ses partenaires que sont la Fondation mondiale du cacao et un groupe agro-industriel américain. Marie-Laure Ngouan. Un chemin tortueux, mais qui n'enlève rien à la détermination des responsables de la coopérative ivoirienne du négoce des producteurs agricoles de l'Agnébi pour accéder au village d'Ano dans le département d'Agboville. Avec eux dans le convoi, la Fondation mondiale du cacao et un groupe agro-industriel américain.
À Hanau, la coopérative Simpa et ses partenaires font des dons aux familles productrices de cacao. Une allocation scolaire de 120 000 francs CFA est offerte à chaque famille. Avec nos maris, les planteurs, on n'a jamais vu ça. C'est notre première fois d'avoir cet argent, donc je suis contente, même où je suis là, je ne sais pas, les moments me manquent. Au total, 80 millions de francs CFA seront distribués dans plusieurs zones rurales. Le don est ciblé. Il est destiné aux enfants des familles productrices de cacao. Il y a des enfants qui vont à l'école, ils sont intelligents, mais par manque de moyens, ces enfants ne peuvent pas bien s'exprimer. Donc nous avons décidé comme ça avec le partenaire, prendre 30 femmes pour un projet pilote pour voir qu'est-ce que ça peut donner en suivant ces enfants-là, du début jusqu'à la fin. Des bénéficiaires heureux. En face, d'autres producteurs plutôt anxieux dévisent sur la rentrée scolaire 2013-2014 qui pointent du nez. La rentrée du 7 septembre, là, pour le moment, nous n'avons pas de l'argent. Nous autres, là, vraiment, avec le temps, là, on va voir si dans l'avenir, on peut, ou bien dans un mois, ou bien dans quelques jours encore, on peut récolter un peu de cacao et puis quand même pouvoir faire la rentrée parce que le mois est très difficile. L'appui financier de la coopérative Simpa et ses partenaires est donc un véritable soulagement pour toutes ces familles bénéficiaires. Des familles productrices de cacao sont membres de la coopérative Simpa. C'est un véritable paradoxe. Le secteur agricole constitue le principal levier sur lequel repose le développement de nos pays. Et pourtant, les questions de développement agricole et rural n'occupent pas suffisamment de place dans les médias. C'est donc pour rectifier le tir que durant 4 jours, une trentaine de journalistes ivoiriens se sont familiarisés à la communication agricole dans le cadre d'un atelier organisé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. C'était à Grand-Bassam, Landry Pono. Repositionner l'agriculture comme opportunité de réussite économique et d'épanouissement social par le truchement de la communication. Un défi que se donne le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé WAP. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, qui assure la coordination de ce programme en Côte d'Ivoire, a réuni une trentaine de journalistes de médias ivoiriens et de représentants d'institutions agricoles à cet effet. Objectif spécifique, faire renaître l'agriculture par les médias. À travers ce séminaire, nous avons voulu que les hommes de médias aient un regard différent sur notre agriculture et comprennent les enjeux, comprennent la nécessité pour eux de pouvoir traiter la question agricole parce que l'agriculture est aujourd'hui le socle de notre économie. Après 4 jours d'échange, les séminaristes disent comprendre les enjeux et s'engagent donc pour tenir le pari de faire en sorte que l'agriculture participe à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Désormais, on va travailler en synergie avec la mise en place du réseau au niveau de la presse écrite, la presse audiovisuelle. Désormais donc activer, sinon porter encore plus haut le message agricole. Dans la dynamique d'approfondir les connaissances des participants, le projet prévoit des visites de terrain à partir du 17 septembre 2013. Zadi Djedje et la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation sur le terrain pour prôner la réconciliation. Il vient d'initier une tournée pour exhorter justement la population au pardon et au repentir. Message lancé le week-end dernier à Lakota, deuxième étape de la caravane du pardon et de la réconciliation. Broléon. Pour la réconciliation, doit-on pardonner à ses bourreaux ou avouer les actes commis pendant la crise ivoirienne? La réponse c'est oui pour la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation, CJPPR. Son président Zadi Djedje le dit à Lakota au cours d'une campagne axée sur le porte-à-porte. Il exhorte jeunes, chefs coutumiers, victimes et parents de victimes au pardon et à la repentance. Objectif, recréer et consolider la paix et la stabilité pour le développement du pays. Il nous demande de pardonner et de se réconcilier. Nous acceptons ça ici à Carré-Bois. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Ils ne font pas de la politique. Mais au nom de la politique, ils ont perdu les enfants. Au nom de la politique, ils ont perdu tous les biens. C'est pourquoi je demande à tout le monde, je demande à toi, tu as perdu ton frère. À toi, tu as perdu ta soeur. Il faut pardonner. Cette sensibilisation sur la réconciliation à Lakota s'inscrit dans le cadre de la caravane du pardon et de la repentance de la coalition de la jeunesse patriotique pour la paix et la réconciliation,
Caravane qui va conduire les prochains jours Zadi Djedje à Gagnoa. La contribution de la CICOJ dans la mise en œuvre de la politique de logements sociaux en Côte d'Ivoire, tel était le thème de la 3e conférence Média Club organisée par l'UNPCI, l'Union des professionnels des médias et de la communication. Les précisions d'Herman Niamien. Aux côtés de l'État depuis 1962, la CICOJ, la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière, a permis à l'État de réaliser sa politique de logement en Côte d'Ivoire. Des quartiers comme Makori, Trècheville, Adjamé, Yopougon et Koumassi ont été construits en grande partie par la CICOJ. Aujourd'hui encore, elle accompagne l'État dans la mise en œuvre de sa politique de logements sociaux et économiques. Le directeur général de la CICOJ rassure la population. La CICOJ a l'expérience nécessaire pour conduire ce projet à bon port. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas bancarisés. Ça rend difficile l'accès au logement. Et nous, CICOJ, nous sommes en train de structurer la compagnie en sorte que ceux qui ne sont pas capables d'être pris en charge par les banques, nous puissions leur faire crédit directement sur 15 ans, sur 20 ans, comme par le passé, peut-être avec l'aval de l'État, mais avec surtout nos moyens propres. 25% du programme de logements socio-économiques, soit 15 000 logements, doivent être réalisés par la CICOJ. Une motivation supplémentaire pour cette structure qui veut constituer le socle de la matérialisation du vœu de la majorité des Ivoiriens, celui d'être propriétaire d'un toit. Il demeure jusqu'à ce jour l'un des complexes hôteliers les plus somptueux de la Côte d'Ivoire. L'hôtel Ivoire d'Abidjan a aujourd'hui 50 ans. Plus que l'âge de la maturité, des festivités sont prévues en octobre prochain pour célébrer ce cinquantenaire. En attendant, chaque jour sur place, plusieurs activités sont initiées, entre autres des conférences, des expositions photos et des témoignages. Le compte-rendu d'Herman Niamien. L'histoire de la construction de l'hôtel Ivoire remonte à une visite du premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny au Libéria au début des années 60. Ayant séjourné à l'hôtel Duco International de Monrovia, il y eut l'idée de bâtir un hôtel identique en Côte d'Ivoire. Le rêve devenu réalité 2 ans plus tard, rien de grand ne pouvait se tenir en Côte d'Ivoire si ce n'est à l'hôtel Ivoire. L'hôtel a donc abrité de nombreuses conférences de haut niveau, des congrès, des conseils internationaux et hébergé plusieurs sommités mondiales, dont Michael Jackson. Mieux, il était même un lieu touristique pour les Ivoiriens et pour les étrangers de passage à Abidjan. L'hôtel a aujourd'hui 50 ans et demeure toujours le fleuron de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire. C'est un hôtel qui a résisté au temps. Les gens s'imaginent difficilement de voir que l'hôtel Ivoire date de 1963. J'en veux pour preuve lorsque l'épouse du président Clinton est arrivée, Hillary Clinton, elle m'a demandé à moi si l'hôtel venait d'ouvrir. Quand je lui ai dit que l'hôtel a ouvert en 63, elle n'en revenait pas. En tant que quelqu'un qui a plus de 50 ans, je retrouve aussi des éléments de l'époque et je réalise en même temps que beaucoup de choses ont été conservées. Plusieurs activités sont au menu de la célébration du cinquantenaire de l'hôtel Ivoire, notamment des conférences, des expositions photos et des témoignages. Pendant donc 3 jours que vont durer ces festivités au mois d'octobre prochain, les visiteurs pourront s'abreuver des témoignages des anciens et visiter l'hôtel. Les travaux de réhabilitation qui ont lieu en ce moment, eux, sont prévus pour s'achever en 2014. En marge de leur 3e Assemblée générale ordinaire, des membres de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA ont été reçus par le président Alassane Ouattara. La rencontre des médiateurs s'est ouverte ici, à Abidjan, autour du thème « Quel rôle des médiateurs dans la gestion des conflits et crises dans la sous-région ?» Il s'agit pour eux de s'impliquer davantage dans la résolution des conflits qui touchent de plus en plus les pays de la sous-région. Viviane Aïma. Créée il y a 3 ans à l'initiative du professeur Albert Tévodjéré, grand médiateur de la République du Bénin, l'association des médiateurs des pays de l'UEMOA vient d'être reçue pour la 3e fois par le président de la République Alassane Ouattara. C'est dire l'importance que le chef de l'État ivoirien accorde à cette association et particulièrement à la médiation africaine et aux acteurs de cette médiation africaine. Reçu ce mercredi après-midi, au moment même où l'association tient ici à Abidjan sa 3e Assemblée générale ordinaire, cette audience a été l'occasion pour le président de cette association, le professeur Albert Tévodjéré, de dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour sa disponibilité et pour l'intérêt manifesté.
En fin de mandat à la tête de l'association des médiateurs des pays de l'UEMOA, le professeur Albert Tevodjere a annoncé qu'il entend prendre sa retraite de toute activité publique et internationale dès la fin de ce mois de septembre. Le président sortant a aussi informé le président de la République du choix porté par tous les membres de l'association sur la personne du grand médiateur de la Côte d'Ivoire, le président Ngolo Coulibaly, pour assurer sa succession. C'est donc M. Ngolo qui sera le nouveau président de l'association des médiateurs de l'UEMOA. Nous le faisons parce que nous sommes convaincus que la Côte d'Ivoire est un carrefour de médiation qui aujourd'hui porte des fruits. La Côte d'Ivoire a souffert, la Côte d'Ivoire sait ce que c'est que l'intégration régionale, c'est ce que c'est que les difficultés de vivre ensemble. C'est après une guerre et une consultation électorale qui a permis de constater que nous ne sommes pas tous des saints et qu'il faut que nous soyons toujours vigilants. La Côte d'Ivoire est donc bien placée pour aider les autres pays à comprendre que les malentendus ne doivent jamais se traduire en méchanceté gratuite. La nouvelle du choix porté sur le grand médiateur de Côte d'Ivoire, le président Ngolo Coulibaly, a réjoui le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un grand honneur et une marque de confiance aussi. Je voudrais vous en remercier. Je suis très sensible à cette décision. Et bon, c'est une charge pour le président Ngolo Coulibaly. Et vous savez, Ngolo est un compagnon, moi je ne dirais pas un vieux compagnon, mais un compagnon de longue date à moi-même et à Madame la grande chancelière. Et depuis qu'il était au Trésor, à la Caisse autonome, ministre, patron d'Air Ivoire, ainsi de suite, président de région, c'est aussi quelqu'un qui a occupé de nombreuses et autres responsabilités. Et donc, nous sommes confiants qu'avec son expérience, en Côte d'Ivoire, la médiation également est en de bonnes mains. Le président de la République a rendu hommage au professeur Albert Tevodjere. En Côte d'Ivoire, vous avez été le premier représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, au moment où la Côte d'Ivoire était quasiment en flammes, je dirais, un pays séparé. Et vous avez été très près de nous tous. Vous avez essayé de nous rapprocher. Et malheureusement, vous n'êtes pas resté suffisamment longtemps pour nous, mais ce sont les règles des Nations Unies. Je voudrais donc, au nom de la grande chancelière et de tous mes collaborateurs, vous remercier et vous rendre hommage pour ce travail important que vous avez fait pour notre pays. Le grand médiateur de Côte d'Ivoire, le président Ngolo Coulibaly, sera investi à la tête de l'association des médiateurs de l'UEMOA ce jeudi 12 septembre. Autre sujet, ils sont nombreux ces travailleurs qui éprouvent des difficultés à se prendre un déjeuner digne de ce nom. Les raisons sont légion, nouveau horaire de travail, lieu de restauration éloigné ou tout simplement manque de temps. On assiste donc à l'émergence d'un nouveau mode de restauration chez les travailleurs, les pauses midi version bureau. C'est un reportage de Christelle Menant commenté par Gabriel Zani. Les couloirs sont vides et parmi les travailleurs à la tâche, Roméo, livreur pour un traiteur. Il fait le tour des bureaux pour recueillir les commandes du déjeuner de midi. Riz gras aux carottes plus poisson frit, foufou plus sauce crème. Au plateau, comme partout ailleurs à Abidjan, nombreux sont les travailleurs qui prennent leur pause et déjeunent devant leurs ordinateurs. Les commandes de repas se passent généralement par téléphone ou auprès d'autres livreurs comme Roméo et Stéphanie. Moi, particulièrement, je préfère manger au bureau parce que d'abord, on n'a pas assez de temps pour la pause. On a juste 1 heure, midi 30, 13h30. On apprécie surtout la qualité. Quelquefois, on a des nourritures de bonne qualité. Même si on ne connaît pas toujours les conditions dans lesquelles la nourriture est faite. Mais on nous envoie de la nourriture de très bonne qualité et ça nous arrange. On a déjà un local pour s'asseoir pour manger. Quand tu vas au restaurant, souvent, les plats sont... Il n'y a pas trop d'hygiène, quoi. C'est un peu compliqué. Et puis, on gagne aussi en énergie parce qu'on ne marche pas longtemps pour aller... Il y a certaines périodes où il pleut suffisamment. Et donc, on ne peut pas vraiment, sous la pluie, chercher à aller de quoi manger. En début de chaîne de ce mode de consommation, des restaurateurs, généralement situés à la périphérie des lieux de travail.
Au nord du plateau, c'est le branle-bas dans un de ces petits groupements de maquis rien que pour la pause de midi. C'est le cœur de leur chiffre d'affaires. Nous sommes un restaurant sur place. Et aussi, nous livrons la nourriture au bureau. Les livraisons marchent plus parce qu'aujourd'hui, les clients veulent plus se déplacer. Les menus très variés sont proposés à l'avance ou sur place à la livraison. Les tarifs varient entre 700 et 2000 francs CFA. On trouve de tout, braisé, plat en sauce, salade, de quoi satisfaire tous les palais et se sentir comme à la maison. Dans le chapitre religion, Lourdes, cette petite ville française, est devenue aujourd'hui un haut lieu de pèlerinage chrétien du monde entier. Cette année encore, les fidèles y ont convergé très nombreux pour célébrer la Vierge Marie. Thérèse Tapeyoué. Priez pour les pécheurs, pénitence, pénitence, pénitence. Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse des chapelles. Ce sont les paroles de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, à Bernadette Soubirou, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle. Toutes ces paroles ont été respectées. Et depuis, des milliers de pèlerins du monde entier envahissent la petite ville de Lourdes. J'ai vraiment ressenti une joie de vivre parce que par rapport à tout ce qu'on m'a donné comme enseignement pour la sœur Marie-Bernadette, ça m'a fortifié et ça m'a donné beaucoup à réfléchir. C'est aussi l'occasion saisie par certains pèlerins ivoiriens pour demander paix et réconciliation pour le pays. C'est une invitation au pardon simplement. On ne demande pas peut-être d'oublier. Ce n'est pas évident d'oublier, mais il faut faire la paix. Et à l'endroit du pays, nous prions pour qu'il y ait toujours cette paix, cette cohésion entre les frères. Pour d'autres, c'est un moment privilégié pour dire merci à la Vierge Marie. Cette année particulièrement, on m'a fait une grâce et j'ai eu une ascension professionnelle. Alors je ne pouvais pas laisser cette ascension-là sans venir dire merci à la Vierge Marie. Quand je me suis rendu compte qu'à chaque étape difficile, à chaque nouvelle étape de ma vie religieuse, elle m'envoie ici comme pour me ressourcer, pour aller de nouveau. Je suis une fille de la Vierge et chaque fois que je peux venir vers elle, lui dire combien je l'aime et lui rendre grâce pour son fils qu'elle nous a donné, ça me fait toujours plaisir. Sainte Bernadette dit « Il faut aimer sans mesure ». La Vierge, dans le Magnificat, invite chaque chrétien à s'inscrire dans cette suite.